Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Vague de protestations sur le front social à Guédiawaye et Dakar-Ouest. Les agents de santé communautaire ruent dans les brancards. Ils courent derrière leur terrain 6 à Tivaouane-Peulh depuis 5 ans. Au même moment, les impactés du port minéralier et vraquier de Sendou sont descendus dans la rue pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une expropriation de leurs terres. À Ziguinchor, les allocataires des nouveaux logements HLM courent derrière les clés de leurs appartements depuis 3 ans. Ils ont arboré des brassards rouges ce matin en guise de protestation. Célébration de la semaine nationale de l'école de base à Saint-Louis. Les acteurs plaident pour une école comme courroie de transmission des valeurs pour néantir les vices qui gangrènent actuellement la société sénégalaise. Et puis la FEDER regagne finalement les salles de classe après des mois de grève. L'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, lui invite les différentes parties concernées en système de prévention des crises scolaires. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les agents de santé communautaire des districts de Guédiawaye et de Dakar-Ouest sur le pied de guerre. Ils courent derrière leur terrain 6 à Tivaouane-Peulh depuis 5 ans. Ils ont tenu ce matin une assemblée générale à l'hôpital Roi-Baudouin pour se faire entendre. Leurs propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. On vient de le dire, qui comporte le Philippe Maguilène Senghor, Ngor Ouakam, Mermoz, Liberté 4 et Diamalaye, plus en coalition avec le centre de santé Roi Baudouin. On est des agents de santé. On a fait plus de 10 ans dans des structures sanitaires. Qui dit ASC dit un agent de santé, même diplômé, qui n'est pas embauché et qui bat vraiment un travail colossal au niveau des structures sanitaires. Donc c'est sous cette forme qu'on s'est réunis en association. Avec des papiers légaux, on a pu avoir un récépissé. Et avec cette récépissé-là, ça nous a permis, avec nos maigres revenus, d'acheter des terrains de 4 hectares au niveau de Tivaouane-Peulh. Donc il s'est trouvé, vu la situation dont nous confrontons dans les structures, on a pu vraiment acheter ces terrains. La marche des impactés du port minéralier vraquier de Sendou, ils ont battu le macadam pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une expropriation sans indemnisation. Ils comptent regagner leur champ si rien n'est fait. Là-dessus, je vous propose de suivre cette correspondance signée Ousseynou Kam et Ahmadou Bamba Samba. Après leur manifestation avortée la semaine dernière, les impactés du port minéralier et vraquier de Sendou ont investi la rue à travers cette marche pacifique. Ils déplorent tous le fait d'être expropriés de leurs terres et de leurs champs sans être indemnisés. Les populations de Minam, de Bargny, c'est des pêcheurs et des agriculteurs. Vous savez, la mer, bon, rien ne marche pour cette mer. Bon, il n'y a plus de poissons. Maintenant, les mamans avaient pratiquement les terres aussi pour assurer le minimum vital. Aujourd'hui, donc, nous sommes confrontés à cette situation sociale qui est vraiment la pauvreté qui rentre à Bargny, à Minam et à Sendou. Et là, bon, nous croyons qu'un projet de cette envergure devait permettre au moins aux populations de souffler. Courroucés par cette expropriation sans indemnisation, ces impactés décident d'arrêter les travaux. Cette marche d'aujourd'hui pacifique visait à sensibiliser les populations. Nous avons constaté que les populations sont sensibilisées. Maintenant, c'est à la phase aussi obligatoire d'arrêter aussi les travaux. Arrêter les travaux. Nous, dans les semaines qui viennent, on va se réorganiser. On va prendre une date interne à nous. Et nous allons sur le terrain aussi pour arrêter les travaux. Au-delà de cette marche, ces impactés promettent de poursuivre le combat jusqu'à indemnisation à hauteur des dommages subis. Je vous l'annonçais également dans les titres de ce journal à Ziguinchor. Les allocataires des nouveaux logements HLM courent derrière les clés de leur appartement. Et cela fait 3 ans qu'ils sont dessus. Ils ont arboré des brassards rouges en guise de protestation. C'était ce matin, compte rendu signé nos envoyés spéciaux, nos correspondants plutôt, Boubacar Diassi et Lamine Mania. Les allocataires des logements HLM construits au quartier Kenya de Ziguinchor portent des brassards rouges. Ils dénoncent ceci. Nous sommes en colère contre la direction de HLM. Ces bâtiments que vous voyez
ont été construits depuis 2015 et jusqu'à présent, ils sont restés inhabités. Déjà en 2015, HLM nous disait dans 6 mois, vous aurez vos clés en main. Depuis lors, HLM n'a tenu aucun engagement par rapport à ses promesses. Aujourd'hui, les bâtiments sont dans un état de délabrement très avancé. Les termites ont fini de ronger tout ce qui est bois. Certains matériels d'électricité et de plomberie ont été dérobés. Nous pensons que c'est de la trahison. HLM a failli à sa mission. Ces allocataires lancent un appel au chef de l'État Macky Sall. Face à cette situation, nous lançons un appel aux autorités de ce pays, au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, au Premier ministre et même au Président de la République qu'ils prennent des mesures contre l'escroquerie auquel se livre la direction de HLM. Il fixe un ultimatum aux autorités de la SNHLM. Nous demandons à HLM, dans un délai d'1 semaine, de commencer les travaux de la voirie interne et de la voirie externe, sans quoi ils auront des surprises. Nous nous sommes rendus au bureau de la SNHLM de Ziguinchor dans le but de recueillir leur version des faits, mais nous n'avons pas eu d'interlocuteur. Autre aspect de l'actualité, la célébration de la Semaine nationale de l'école de base. L'occasion pour nous de nous intéresser sur son importance, son impact sur la communauté éducative. C'est un reportage signé Cheikh Diop et Pape Sangone Baye. Semaine nationale de l'école de base. Pas d'activité pour célébrer cet événement à l'école Wakamkan. Mais ici, cette enseignante a pris en compte le thème de cette année. Le thème va bien avec cette année-ci, avec les réalités des élèves, les réalités qu'ils vivent. On leur apprend à ne pas faire confiance à des inconnus, à ne pas traîner à la sortie de l'école et à ne pas jouer loin de chez eux pour éviter certains désagréments. Au Sénégal, l'école de base joue un rôle très important dans le cursus de l'enfant. L'enfant a besoin d'étudier, a besoin d'apprendre et en plus a besoin de savoir, de connaître. Et qu'est-ce qui lui permet tout ça? C'est l'école. Les avis sont partagés concernant le problème de lecture des apprenants. Déjà, le nombre est pléthorique. On ne peut pas s'occuper de tous les enfants, mais on essaie de faire de notre mieux. On vient quelquefois les soirs pour renforcer la lecture avec les enfants. La lecture pose un problème grave. De nos jours, les enfants ne savent plus lire. Bon, par exemple, moi j'ai une classe de CE1, mais j'ai d'énormes problèmes en lecture avec mes élèves. Parce que souvent, si la base n'est pas tellement consolidée, les petites classes en CICP, s'il n'y a pas, par exemple, une bonne consolidation de la lecture, et en classe de C1, ça pose un problème, c'est parce que tout simplement, il y a le programme qui change. Conscient du fait que les enfants d'aujourd'hui seront les leaders de demain, ces enseignants invitent les parents à plus d'investissement pour l'éducation des enfants. Pour rappel, le thème de la Semaine nationale de l'école de base de cette année, la consolidation des valeurs civiques, l'école, les forces de défense et de sécurité au service de la nation. À Saint-Louis, pour l'inspectrice du département Ndeye Selbé Badiane, l'école sénégalaise doit participer à la réduction des multiples agressions, assassinats, violences qui gangrènent notre société avec un changement de comportement chez les élèves. Je vous propose de l'écouter. Elle est interrogée par Ousseynou Diop et Habib Seck. On fait des sketchs qui en fait attestent de la compréhension qu'ils ont, n'est-ce pas, du thème. Ils ont bien compris, ils ont lancé des messages forts pour en fait inviter pratiquement tous leurs camarades à être des citoyens modèles, à respecter, n'est-ce pas, la nation, à être des citoyens modèles, à ne pas gâcher, etc. Donc le préfet a également pris la parole pour, n'est-ce pas, inviter les forces de l'ordre, inviter également les tuteurs académiques à insister sur la formation de l'enfant, parce que l'école est en fait un lieu de savoir où pratiquement on forge l'enfant pour qu'il devienne un citoyen modèle. Donc ce discours a été fait par, on avait le colonel du Prytanée militaire, on avait également le maire de la commune de Fa, tous les gens étaient là, et pratiquement tous les discours convergeaient vers l'invitation, n'est-ce pas, à la formation d'un citoyen modèle. Donc les enseignants ont entendu. Donc tout le monde va faire en sorte que vraiment nos enfants respectent, n'est-ce pas, les droits, respectent, n'est-ce pas, les règles et les normes qui sont là pour que vraiment ils puissent devenir des citoyens modèles.
La Semaine nationale de l'école de base a eu une véritable opportunité pour revisiter la cantine scolaire du village SOS des enfants de Tamba, un restaurant qui permet de retenir les potaches et de leur éviter les va-et-vient sous la forte canicule. Les détails dans cette correspondance signée Moussa Oumargueï. Le village SOS des enfants Tamaro Touré de Tambacounda regorge un effectif de 577 élèves. Les 150 voire 200 ont adhéré à la cantine scolaire, d'autant plus que cet établissement scolaire est éloigné du centre-ville. La cantine impacte sur le rendement scolaire. Depuis qu'on est là en 2013, nous l'avons toujours initié, mais en période de soudure. Voyant cette activité noble, notre marraine nous a soutenus en nous construisant le joyau que vous voyez ici. Ça nous permet aussi de rehausser vraiment les finances pour subvenir au fonctionnement de l'école. L'école essaie de subventionner à hauteur de 400 pour cette année et les parents cotisent 300. Une salle informatique climatisée. Bien entendu, nous n'avons pas de matelas, mais nous essayons de garder les enfants dans cette salle, à tous les Tambacounda, les bonnes volontés, même ceux de la diaspora, pour vraiment nous venir au secours pour la subvention de la cantine et les conditions de repos aux enfants. Avec son caractère particulier, le village SOS Enfants de Tambacounda ne connaît pas de grève. Et selon les prévisions de l'administration par rapport à l'adhésion des potaches à la cantine scolaire, l'école pourrait s'orienter vers la journée continue de 8h à 16h, bien entendu avec l'accord de l'autorité académique. Je vous l'annonçais également dans les titres de ce journal. La FEDER a décidé finalement de regagner les salles de classe, mais elle maintient le mot d'ordre sur toutes les autres formes de lutte. La Fédération des enseignants du Sénégal dénonce la gestion des ressources humaines et financières allouées au secteur qu'elle juge népotique et boulimique. Les détails avec Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Mbaye. Décidé de sursoir à la grève des enseignements apprentissages. La FEDER, Fédération des enseignants du Sénégal, composée de 13 organisations syndicales, après concertation avec la base, compte retourner dans les classes, malgré qu'ils ne soient satisfaits des propositions du gouvernement. La FEDER décide de sursoir à la grève à partir d'aujourd'hui, à la grève des enseignements apprentissages, pour permettre aux enseignants de retourner dans les classes, mais maintient son mot d'ordre dans les autres. Sur toutes les autres formes de lutte, nous maintenons notre mot d'ordre. Donc là, pour la FEDER, l'indemnité de logement n'est pas la seule pomme de discussion. Ce point sur l'indemnité de logement est le point le plus médiatisé, mais ce n'est pas le seul point qui nous oppose au gouvernement. Entre autres accords dûment signés en 2014 et non respectés par le gouvernement, nous avons la convocation de tous les syndicats légalement constitués dans les concertations initiées par le gouvernement, conformément aux dispositions des textes de loi en vigueur dans notre pays. La fin des lenteurs dans la procédure des actes administratifs. Les camarades d'Ambo qui coordonnent cette organisation disent maintenir la lutte. Ils dénoncent la gestion jugée boulimique du ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, et réclament d'ailleurs son départ. La FEDER dénonce avec la dernière énergie la gestion monarchique, népotiste, clientéliste et boulimique des ressources humaines et financières allouées au secteur par le ministre Serigne Mbaye Thiam. Sur les salaires des enseignants, ces organisations syndicales estiment que c'est illégal et arbitraire et exigent sa restitution dans les plus brefs délais. Et puis l'évêque de Thiès, Monseigneur André Gueye, a invité les différentes parties concernées dans la crise scolaire à penser à un système de prévention des crises scolaires. Il ajoute que l'impact de la crise va forcément désavantager les élèves. Monseigneur a présidé la messe de la fête patronale de la paroisse de Ngaskop, un village de la commune de Ngoy dans le département de Bambey. Ses propos sont recueillis par Babacar Diouf. Oui, on a, comme vous l'avez dit, certainement dépassé la crise, mais les séquelles sont encore dans les cœurs. Il y a des engagements qui ont été pris, Dieu soit loué. Il faut que chacun veille selon ses responsabilités à ce qu'une pareille situation ne se reproduise plus. J'en appelle donc à une concertation permanente pour
ce n'est pas pour sauver une crise, une situation, mais c'est pour que l'école puisse se développer. Et comme vous l'avez dit, le pays est secoué. C'est normal, l'effervescence politique à la veille des élections. Il n'est pas veille parce que c'est un peu même trop tôt. Que l'enjeu électoral ne nous détourne pas de l'essentiel. C'est-à-dire bâtir ensemble ce pays dans la paix. J'en profite pour élever ma prière, surtout face aux événements de la Casamance. Vous l'avez appris, l'attaque qui est survenue et qui a amené la destruction du village des pêcheurs de Djambala. Je prie pour que de tels actes ne se reproduisent pas, parce que la paix était, comme on pourrait le dire, presque à portée de main. Maintenant, le risque est grand de penser qu'elle s'éloigne. Grogne des élèves maîtres du CRFPE de la région de Kaffrine. Ils dénoncent les difficiles conditions dans lesquelles ils font leur formation dans une école primaire. Par la même occasion, ils réclament leur bourse du mois de janvier qu'ils n'ont pas reçue jusque-là. Les détails dans cette correspondance signée Ibrahima Diamé et Oumar Ndiaye. Les maîtres du CRFPE de Kaffrine n'en peuvent plus de suivre leur formation dans des conditions qu'ils jugent pénibles. En lieu et place d'un centre de formation répondant aux normes, ils suivent leurs cours dans une école primaire. Barandao est le porte-parole de l'amicale des élèves maîtres. Vous nous voyez, nous sommes à l'école 9 et nous vivons des situations très précaires. Des élèves maîtres qui s'asseyent parfois par 3. Et aussi, au-delà de ça, nous n'avons pas de disponibilité des toilettes. Et également, avec cette période de forte canicule, on n'arrive même pas à respirer dans ces salles de classe, alors que notre CRFP est déjà prêt et qu'on doit abriter, mais nous ne savons pas les raisons pour lesquelles, jusqu'à présent, on ne nous a pas amenés là-bas. L'autre motif du mouvement d'humeur de ces futurs enseignants est relatif à la question de leur bourse. Ils exigent le paiement du mois de janvier qu'ils n'ont pas encore reçu, contrairement à leurs autres camarades des autres CRFPE. La bourse du mois de janvier doit être payée parce que l'ensemble des autres CRFPE ont perçu ce mois, pourquoi pas nous au niveau, n'est-ce pas, du CRFPE de Kaffrine. Donc on est des élèves maîtres qui sont laissés en rade. Donc pourquoi cette question? Que ce soit le CRFPE de Kaffrine ou bien de Kaolack, ou bien donc on est au même niveau, on est à égalité. Donc ce sont les mêmes traitements et les mêmes faveurs qui doivent nous être accordés. En réponse à ces doléances, le directeur du centre de formation qui a été saisi par téléphone a indiqué que la fin des difficiles conditions d'études n'est qu'une question de jour avec la réception toute prochaine du nouveau centre de formation, mais concernant le paiement de la bourse du mois de janvier, la question a été soumise aux autorités compétentes, a-t-il souligné. À Dakar, nous annoncions hier ici même la sortie du chef de l'État sur la nécessité d'une révision de la concession de l'autoroute à péage. Eh bien, nous sommes allés à la rencontre de Maître Khassimou Touré qui soutient que l'État du Sénégal doit s'attendre à verser des dommages et intérêts en cas de modification des termes du contrat. Il s'est entretenu avec nos reporters Mambiram Diouf et Mohamed Dia. L'avocat pose des principes généraux de droit qui gouvernent les contrats d'autoroute à péage en service public concédé à Eiffage. 3 sortes de délégations sont possibles et c'est ce qu'il nous énumère ici. La première délégation de service public, c'est ce qu'on appelle la concession de service public. La deuxième délégation de service public, c'est la régie. Et la troisième délégation de service public, c'est le contrat de partenariat. Quoi qu'il en soit, rappelle-t-il, l'État peut bel et bien modifier ce qui a été arrêté sur la base de la nature juridique du contrat. Si l'État a contracté comme un privé aurait contracté, c'est les règles de droit privé qui ont vocation à s'appliquer. Si c'est un contrat administratif, c'est le juge administratif qui a compétence pour apprécier de l'exécution des contrats. Le contrat peut bel et bien être modifié parce qu'en vertu des dispositions du Code des obligations de l'administration, l'État peut modifier unilatéralement un contrat. Mais en contrepartie, lorsque l'État utilise son pouvoir de modification unilatérale d'un contrat, il doit
réparer le préjudice causé à son co-contractant. Maître Hassimou Touré dit être pour que les deux parties échangent sur ce qui les lie. Un avenant peut être conclu, signé entre les parties, mais encore une fois, sans bouleverser l'économie générale du contrat ou bien sans modifier l'objet du contrat, qui est ici en l'espèce la gestion d'une autoroute à péage. Après construction, Eiffage, à qui également revient l'entretien, devra transférer l'infrastructure après 25 ans de gestion. En mode politique à présent, avec ce vent de rébellion au sein de l'APR, Youssou Touré, Moustapha Cissé Lo, Alioune Badara Cissé, les militants de la première heure de l'APR ne sont pas contents de leur traitement. Toutefois, les sages du parti au pouvoir donnent leur point de vue sur ces sorties répétitives. Selon eux, les retrouvailles sont pour bientôt. Le Conseil national des sages républicains a démarré sa tournée nationale de sensibilisation à Pikine. Salif Sow, Asmalik Diop. Personnes âgées s'étaient donné rendez-vous à la ville de Pikine. Les sages de l'APR ont une mission de veille, de conseil et de conciliation. Les 16 cellules communales de Pikine ont toutes répondu présentes. Sur les sorties tout azimut des responsables de première heure du parti au pouvoir, par ailleurs, les anciens minimisent. Les gens vont se retrouver. On n'a pas à apprécier. Nous les mettrons ensemble, nous discuterons de cela et on lavera absolument. C'est des velléités normales dans un parti organisé et à la veille des élections, des jours aussi importantes que l'élection présidentielle, les gens ont des sentiments, ça peut se partager, ça peut se discuter, c'est moins grave. Nous nous retrouverons. Se retrouver entre responsables et tirer dans la même direction, s'attend aussi l'édile de Pikine. Étant quelque chose qui est en train de miner le parti, ne mine pas le parti. Il y a eu certainement des déclarations qui, sur des propos, ont été interprétées d'une façon ou d'une autre. Et par rapport à cela, nous sommes dans un parti organisé, nous avons des instances du parti, et ce qui doit être dit dans ces instances-là le sera. Et je pense qu'à l'issue de cela, nous reviendrons nous tous dans de meilleurs sentiments et on va tirer dans la même direction, c'est-à-dire accompagner le président. Voter et faire voter à la prochaine élection présidentielle, tel est l'objectif du Conseil national des sages républicains. La structure compte d'ailleurs sillonner tous les territoires nationaux. Campagne arachidière, le gouvernement compte reconduire le même budget pour les besoins de la prochaine campagne agricole. Plus de 40 milliards de francs CFA injectés pour avoir une production record. Concernant la dette, l'État soutient faire des efforts nécessaires pour apurer celle de la Sonacos. Là-dessus, nous écoutons les explications de Seydou Gueye, interrogé par Pape Faraning et Diafaraba. Pour le programme agricole 2018, la deuxième part 2018-2019, qui a été consacrée donc à la validation du programme proposé par le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural, il est parti sur la base d'un défi qui consiste à consolider les acquis. Donc sa proposition a porté sur la reconduction pour l'essentiel du budget auquel était adossée la campagne 2018 et il a été arrêté à la somme de 40 milliards et 400 millions de francs pour atteindre des objectifs essentiels. Pour le riz, une collecte d'1 600 502 tonnes. Pour l'arachide, 1 418 760 tonnes. Il faut retenir que la dette n'est pas la dette de l'État, mais c'est la dette de la Sonacos. Et un système a été mis en place pour un paiement qui a déjà commencé à raison d'1 milliard par jour en attendant la mobilisation des ressources dont les engagements ont été consignés dans un protocole avec la BID. En mode santé, près de 43 millions de décès dus au cancer recensés dans le monde par an. L'Afrique paie le plus lourd tribut. Cela fera l'objet de la réflexion lors des 19e journées médicales de l'hôpital principal. Le comité faisait face à la presse ce matin. Là-dessus, nous écoutons les explications du professeur Abdourahmanian, président du comité consultatif, interrogé par Pape Faraning et Diafaraba. Pourquoi le cancer? Le cancer est un nouvel enjeu sanitaire, c'est un problème de santé publique majeur. En Afrique, les moyens sont limités, les ressources sont limitées.
Nous n'avons pas de plateau technique suffisant ou disponible partout. Les coûts du traitement sont élevés, ce qui fait que nous devons essayer de réfléchir sur le cancer pour trouver des solutions adaptées à notre contexte socio-culturel avec un coût accepté. Mais nous devons aussi surtout agir sur la prévention. Comment agir sur la prévention? C'est essayer de mieux maîtriser les facteurs de risque de cancer et agir sur ce levier. Le deuxième thème qui sera abordé, c'est la médecine militaire face aux nouvelles menaces. Les nouvelles menaces sont caractérisées souvent par leur caractère inattendu, imprévisible, mais leur caractère souvent aussi violent et leur caractère souvent, c'est des menaces qui arrivent en urgence. C'est essentiellement le terrorisme, c'est essentiellement les catastrophes naturelles, c'est également la prolifération nucléaire, la menace NRBC, c'est également les épidémies avec les maladies émergentes comme nous en avons vécu il y a quelques années. Madiba, le musical, une comédie musicale son et lumière pour conter la vie et l'œuvre de Nelson Mandela. Près d'une trentaine d'artistes issus de plusieurs pays d'Afrique étaient sur scène pour rendre hommage aux plus célèbres prisonniers du continent. Ibou Diouf. À travers sa voix et sous forme de slam, ce narrateur attire l'attention de son public sur la portée de ce qui va suivre. L'œuvre du plus célèbre prisonnier Nelson Mandela est contée dans Madiba le musical. Dans ce carnet, l'histoire d'un monde en noir et blanc. Chacun des moments de ce combat est gravé au fusain. Retracer le combat et l'humanisme de Mandela, ces comédiens avaient la lourde tâche de raconter l'histoire, cette histoire qui devient une exigence. Garde-le, diffuse-le. Le monde doit savoir. Montre-leur notre histoire. Parle-la. Chante-la. Avec une bonne occupation scénique, Madiba le musical a séduit le public. Perpétuité. C'est long. Mais ça laisse le temps de faire changer les choses. Je pense qu'il faut surtout avoir envie de transmettre l'histoire, d'amener le public dans l'histoire et de faire le lien entre ce qui se passe sur scène et le public. Il évoque une épopée pas des temps très anciens, mais une épopée moderne. L'épopée d'un peuple qui se retrouve derrière un homme, lequel s'appelle Nelson Mandela. Qui est un exemple pour l'Afrique. Et les créateurs, les écrivains, les chanteurs sénégalais, particulièrement et africains, ont joué un rôle déterminant. Parce que d'abord, nous avons organisé en 1987 le premier symposium littéraire à Brazzaville. Les écrivains accusent l'apartheid. Pour une première à Dakar, la comédie Madiba le musical est bien représentée. La vie et l'œuvre de Nelson Mandela, un parcours semé d'épreuves qui fait du premier président sud-africain noir un immortel. Ibou Diouf, le marché Gueule-Tapée suscite beaucoup de débats en ce moment. L'endroit en question sera en lieu d'exposition durant le temps du biennale. Sur place, les artistes procèdent aux installations, mais le maire refuse la cohabitation entre artistes et commerçants. Là-dessus, je vous propose de l'écouter, ainsi que le porte-parole des commerçants du marché hebdomadaire de Gueule-Tapée au micro de Fatiya. Cet espace a été effectivement laissé aux commerçants sénégalais pour que tous les mercredis ils y tiennent leur marché hebdomadaire. C'est un contrat qu'ils avaient avec la mairie. Ce contrat avait été dénoncé, en tout cas résilié sur délibération du conseil municipal. On ne l'a pas appliqué parce que j'ai estimé que bon, c'est l'endroit qu'ils avaient pour régler quelques ressources. Et que cet espace, en attendant que les projets avec l'AGETIP se réalisent, je les ai laissés là-bas en attendant.
Il est arrivé qu'en ce moment, le ministère de la Culture organise la Biennale. C'est un projet international, beaucoup d'étrangers dans le pays, et qui nous avait sollicité pour que cet espace-là soit réservé à la Biennale pour le village des artisans, quelque chose comme ça. J'avais informé l'entreprise qui gère le marché hebdomadaire, mais j'ai été surpris de voir à la télévision des gens monter au créneau, des commerçants. Je crois qu'ils n'ont pas compris que cet espace ne leur appartient pas. Et que même s'il y a un contrat, c'est un contrat précaire et révocable à tout moment. Et ce qu'ils ne savent pas non plus, c'est que le conseil municipal avait délibéré et que cet espace leur avait été retiré. Si le préfet, si les autorités estiment que le commerce doit se faire, je vais devoir demander aux gens de la Biennale de quitter les lieux parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter. Ils ne peuvent pas faire de la Biennale et des commerçants en même temps. Maintenant, on choisira entre le commerçant et l'image du Sénégal. Le cas qui s'est posé, il y a eu une incompréhension avec le maire. Nous avons saisi les autorités. Heureusement, le sous-préfet nous a donc appelés, on s'est réunis, on s'est concerté et finalement on a trouvé un consensus. Le sous-préfet a demandé à ce que les gens qui organisent la biennale s'installent de la rue 6 à Soumbédioune. Et MADS qui faisait son marché hebdomadaire une fois par semaine continue sur le site auquel il le faisait. Le sous-préfet de Dakar Plateau, de son côté, après avoir reçu les gérants du marché, rassure Djibi Diallo, que nous écoutons toujours au micro de Fatiya. La biennale, c'est vrai que c'est une affaire d'État, c'est une affaire quand même du pays. Mais comme c'est un contrat qui lie MADS, dirigé par Hassan Fall, à la commune, et entre Hassan Fall et plus de 2000 commerçants, il y a aussi un contrat qui les lie. Donc je crois que ce sont tous des acteurs commerciaux qui doivent occuper un espace restreint. Faute de cela, il y a eu une incompréhension, il y a eu vraiment des tiraillements. À la limite même, il y a eu vraiment des défis que les gens se sont lancés les uns les autres. Alors, à notre qualité de représentant de l'État, garant de la sécurité publique, nous avons pensé que nous devions nous investir pour en tout cas amener les deux parties à trouver un consensus. J'ai échangé avec le maire, Ousmane Ndoye, qui est aussi un homme très engagé pour sa commune, très déterminé pour sa commune. Et s'il s'agit de la commune de Fass-Kourouban-Gueule-Tapée, il est prêt à tout. Je le comprends, c'est normal. Alors, il m'a expliqué effectivement qu'il avait rompu le contrat avec Hassan, qu'il avait effectivement eu mandat avec son conseil municipal. Alors, quand j'ai interpellé effectivement Hassan, effectivement, il m'a aussi fait savoir que le contrat était en cours parce que jusqu'au mois de mars, il a eu à payer. Bon, j'ai compris qu'il y avait une question juste d'incompréhension. Mon souci, c'est que les Sénégalais qui ont toujours été là puissent continuer à exercer le travail par rapport au terme du contrat qui les lie. Et ceux qui sont là pour une semaine ou 2 semaines puissent eux aussi faire, n'est-ce pas, exercer leurs activités sans qu'il y ait en tout cas un problème. Et puis les opérations de déguerpissement font souvent les choux gras de la presse. Le constat est qu'après un laps de temps, les déguerpis reviennent comme si de rien n'était. Par contre, certaines municipalités prennent les devants avec des brigades de veille. C'est un dossier signé Habib Faye et Youssou Baro. Malgré qu'ils soient tirés du lit par le bruit assourdissant des bulldozers qui ont tout détruit sur leur passage, les étals des commerçants, les marchands ambulants, les vendeurs de repas, les taxis et camions jonchant illégalement quelques allées à Dakar Plateau et à la Patte d'Oie reviennent sur les lieux. Ces acteurs jouent-ils à l'entêtement contre les décideurs? Ils avancent que cette opération est contre leur gagne-pain. Il est venu pour nous demander de quitter les lieux. Et nous lui avons dit que nous ne sommes pas prêts à le faire. Jusqu'à présent, nous sommes ici. Pour nous recaser, il n'a qu'à terminer les travaux en temps. Ce n'est pas de l'entêtement, juste que nous n'avons pas où aller. La municipalité nous a sommé de le faire. Et pour le moment, nous continuerons notre travail pour avoir de quoi nourrir notre famille. C'est juste que nous n'avons pas encore d'endroit où nous recaser. Et si l'État arrivait à nous trouver un lieu, nous ne serons pas là. Nous sommes des soutiens de famille et nous n'allons pas voler. Patte d'Oie,
Carrefour où plusieurs activités sont pratiquées illicitement. Le maire met en place une brigade de veille pour sécuriser la commune. Sur la devanture de Nabil Choucair, nous l'avions fait et nous avons mis en place une brigade qui est chargée, n'est-ce pas, de surveiller les lieux. Un grand espace, n'est-ce pas, qui était dans le temps occupé par des marchands ambulants, finalement des marchands tabliers. Et cette situation de fait a encouragé un peu la délinquance au niveau des lieux. Reçu des récalcitrants. Nous avons vraiment enregistré une petite rébellion au niveau des populations, au niveau plutôt des marchands. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes dans la bonne dynamique pour les recaser. Par ailleurs, une autre opération de décongestion est prévue à Dakar. Le sous-préfet alerte. Parce que désormais, nous n'allons plus avertir les personnes à quitter les lieux parce qu'elles ne sont pas en règle. Nous allons faire un désencombrement total. C'est un message et les récalcitrants le savent. Selon lui, il est temps que les récalcitrants prennent leurs responsabilités sur d'éventuelles conséquences. Je vais lancer un appel au esprit citoyen Je lance un appel aux citoyens de rendre attractive la capitale pour éviter la répression afin de redresser le pays. Je n'aime pas réprimander les gens, mais force restera à la loi. Même si le déguerpissement vise à aérer des périmètres où le trafic n'est pas fluide, l'occupation anarchique obstrue le développement. Les récalcitrants, face à la volonté des autorités, ne cessent de revenir sur les sites interdits à l'exploitation commerciale. L'actualité internationale à présent qui nous mène au Nigeria, au Gabon, mais tout d'abord en République démocratique du Congo avec l'apparition de nouveaux cas d'épidémie d'Ebola qui a fait l'épidémie qui a fait 17 morts, nous dit Aminata Baresso. Une nouvelle épidémie d'Ebola a fait 17 morts dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. La localité de l'Équateur est la zone actuellement touchée selon des informations du ministère de la Santé. Toujours dans le communiqué du ministère de la Santé, 21 cas avec fièvre hémorragique ont été signalés à la date du 3 mai. Pour rappel, la République démocratique du Congo est fréquemment confrontée à l'épidémie d'Ebola. Cette dernière serait la 9e épidémie. Au Gabon, le nouveau gouvernement a prêté serment ce lundi. La nouvelle équipe gouvernementale compte des membres de l'opposition, mais malgré l'arrivée de 7 membres, la composition du gouvernement continue à faire polémique. L'opposition manifeste et accuse le pouvoir de ne vouloir organiser des élections législatives tant demandées. Au Nigeria, le président Mohamed Buhari s'est rendu à nouveau en Grande-Bretagne pour des raisons de santé. Au cours de l'année 2017, le président nigérian avait passé plus de 5 mois à Londres pour être soigné d'une maladie non communiquée au grand public. Un flou total entoure la maladie du président nigérian qui a pourtant souhaité se présenter à la prochaine élection présidentielle en 2019. L'actuel président nigérien Mohamed Buhari est âgé de 75 ans. Aminata Baresso, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout temps d'image. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.